Salut et bienvenue sur Anakaland, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la série The Last of Us, créée par HBO et disponible en France sur Amazon Prime. Déjà, concernant l'actu, j'avais tort dans ma première vidéo, ça commence bien. Ils ne vont pas prendre le temps de développer le jeu sur plus d'une seule saison. Donc j'avoue que j'ai un peu peur que certains récits et développements ne soient laissés de côté ou trop vite expédiés, comme l'action ou l'horreur par exemple. Mais gardons confiance. Il a donc été confirmé que la série était renouvelée pour une seconde saison, et qu'elle suivra les événements du second jeu. Et en cela je suis à la fois content, car la série va continuer bien sûr, mais je suis quand même deg et un peu inquiet, car comme je l'ai déjà dit, 9 épisodes c'est un peu rapide pour relater les événements du premier jeu. Surtout s'il y a des ajouts, mais principalement car je ne vois pas comment Bella Ramsey va pouvoir grandir de 30 cm et paraître crédible en Ellie adulte aussi vite. Sachant que l'actrice a déjà 20 ans, donc même en mangeant de la soupe, c'est pas gagné. Mais bon, la magie du cinéma fera probablement illusion. Bref, concernant ce troisième épisode sorti cette semaine dont le titre est Long Time, ceux qui avaient overteasé son côté bouleversant et excellent avaient raison. Car cet épisode est vraiment énorme je trouve, ce n'était clairement pas ce à quoi je m'attendais, mais très agréablement surpris. 1h15 de kiff comme chaque semaine maintenant, mais pas forcément pour les mêmes raisons à chaque épisode. Là, on découvre notamment le point de vue de Bill sur la chute de la civilisation et sa vie au cours des 20 dernières années. Et sa relation avec Frank bien sûr. Dans cet épisode, le récit de Joel et Ellie passe au second plan au profit d'un énorme flashback centré sur les personnages de Bill et Frank. Les scénaristes y ont développé une chose qui restait en filigrane dans le jeu si on n'y regardait pas de trop près. Et je sais que cela risque de ne pas plaire à tout le monde, et c'est dommage, car cette histoire d'amour bouleversante entre les deux hommes est magnifique. On remarque aussi encore un double épisode, séparé en deux chronologies, une exploitée sur 30 minutes d'écran et une autre sur 45, le même schéma que pour le premier épisode, même si ici les passages sur nos deux héros font office d'intro puis de conclusion à l'épisode. Donc encore un épisode qui se démarque de ses prédécesseurs, décidément Craig Mazin et Neil Druckmann sont pleins de surprises pour cette adaptation. Un épisode qui appuie le fait que la survie sans amour n'en vaut pas la peine, même pour un survivaliste convaincu comme Bill. Mais je n'en dis pas plus car ça va spoiler, on en reparle juste après ça. Cette fois réalisé par Peter O'Hare, cet épisode 3 bouleverse effectivement la narration de la série. Déjà par son récit qui prend place en majorité dans le passé, ainsi que son rythme unique. Cet épisode est très contemplatif, toujours avec des plans lumineux et chatoyants, ainsi que cette caméra épaule très vivante tout au long de l'épisode et une musique ambiante facilement identifiable et toujours aussi sympa. En somme, on retrouve l'identité du jeu et du début de la série, mais dans un récit inédit permettant le développement de nouveaux personnages. Cette fois, on commence direct l'épisode avec le générique, toujours aussi génial. Donc plus d'intro dans le passé, et en même temps c'est mieux vu tout ce que cet épisode voulait nous raconter en 1h15. Toutefois on a quand même droit à des infos du passé très tôt dans l'épisode, grâce à un astucieux résumé de la situation alors que Joel répond à une des innombrables questions d'Ellie. On y apprend donc que le cordyceps a muté et s'est développé dans plusieurs usines de farine à travers le monde. Rappelez-vous celle de Jakarta. Et c'est la consommation de ces farines qui ont engendré les premiers infectés. Joel nous apprend que cela a pris seulement quelques jours pour que le monde sombre dans le chaos et que l'humanité soit au bord de l'extinction. Et pour ceux qui se poseraient la question, si à Jakarta ça s'est déclenché dans l'usine et que ça n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'au consommateur, ça doit être à cause des conditions de travail. Pas les mêmes normes d'hygiène, ni de protection des employés. Et alors que leur conversation se poursuit sur les premiers temps après la chute, c'est là qu'on a droit à un gros flashback de 45 minutes qui introduit habilement le personnage de Bill, puis de Frank, dans un raccord un peu glauque mais élégamment exécuté. Et ces flashbacks sont super fun, on y voit Bill seul qui met en place son bastion, sa forteresse de la mort, ou de la vie. Et Bill a tout compris, les magasins de bricolage. C'est là qu'il faut aller en premier, je l'ai toujours dit depuis mon premier film de zombies, alors que tout le monde va chercher dans les supermarchés. Et donc Bill, survivaliste de l'extrême, le roi de la survie de luxe, s'est construit une fortification de ouf. Rick et les autres de The Walking Dead peuvent aller se rhabiller. J'ai vraiment bien aimé cette partie, peut-être car c'est nouveau, mais pas seulement. Après la création de son paradis du survivaliste misanthrope, Bill fait enfin la rencontre de Frank, qui tombe dans un de ses pièges. Grâce à cette rencontre, on apprend tout d'abord que certaines ZQ n'ont pas fait long feu, et que donc celle de Boston est unique de par sa longévité. Tout cet arc narratif dans cet épisode nous délivre une très belle histoire, celle de deux hommes que tout oppose et qui commence par un hasard du destin. Un vieux grincheux et Frank qui lui est gentil, sociable et ouvert au monde. Il veut par exemple se faire des amis quand Bill veut rester en autarcie. Et on y découvre une très belle histoire d'amour entre ces deux daddies, ces deux nounours, et c'est très bien de sortir un peu des clichés sur l'homosexualité. Même si, et je sais qu'en disant ça certains ne comprendront peut-être pas l'ironie, mais Frank est bien plus caricatural dans son rôle d'homosexuel. C'est un artiste qui prête attention aux détails, qui n'a pas peur de qui il est, et qui est plutôt sexy pour son âge. On savait évidemment qu'ils allaient traiter cette relation dans la série, mais je suis étonné du traitement qu'ont choisi les showrunners. Et c'est bien joué. Franchement je le redis, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode, et l'interprétation de Nick Offerman est excellente, au point d'éclipser totalement Pedro Pascal et Bella Ramsey.
Le contraste entre les deux hommes est énorme, l'un qui vit ouvertement son homosexualité, Frank, qui est donc plutôt ouvert et à l'aise avec ça, alors que Bill, lui, est encore puceau à son âge. Dur de vivre en accord avec soi-même à la campagne, c'est bien de le rappeler. Et cette distance va s'estomper au fil du temps et des liens que Bill va tisser avec Frank. Ce passage de leur rencontre est énorme, surtout ce repas et leur premier baiser qui sont très émouvants et très mignons je trouve. Ces mecs virils et barbus, si touchants, sensibles et vulnérables, j'adore. Surtout Bill, timide et gêné mais tellement fébrile. Et ce petit passage par la pêche aux infos, entre mecs, c'est assez marrant. Après une référence sur le vin et la question du c'est qui la fille, non y a pas de fille, ça suffit pour confirmer son intuition, décidément un guédard des plus efficaces, cher Frank. Et puis il faut dire que ça doit le gratter là où je pense. Frank ne va pas passer à côté d'un petit moment de plaisir viril, surtout après une bonne douche. Ce premier date est très mignon, réuni d'abord par la faim et la recherche de sécurité, puis par l'amour de la musique et de la même chanson. A noter que Frank dit lui-même qu'il ne se prostitue pas pour un repas, mais contre quelques nuits d'hôtel, c'est ok. Et vous avez remarqué aussi que Frank vérifie bien la marchandise avant de le laisser grimper dans le lit. Il perd pas le nord ce coquin. Bref, un beau message, loin des clichés, qui porte tout cet épisode dans lequel on les suit à différents moments de leur vie. Jusqu'à leur rencontre avec Tess et Joel, qui recherchaient des partenaires de contrebande. Ce passage aussi est très fun, Frank et Tess sont très proches très vite, alors que Bill et Joel sont prudents, trop prudents. Mais ils sont aussi similaires, donc ils se comprennent tous les deux. La plus grande preuve est cette lettre à la fin, et surtout la confiance qu'il manifeste pour Joel quand il envoie Frank le rejoindre alors qu'il se croit mourir. Et Joel utilise le mot partenaire pour parler de Frank à Bill. Clin d'œil au jeu dans lequel c'est Bill qui parle de son ancien partenaire qui s'est barré et qu'il n'a pas su protéger. Car oui, dans le jeu, Joel ne connaît pas Frank, et celui-ci a quitté Bill qui ne voulait pas bouger de son trou paumé. Mais en partant, il se fait mordre et se pend. Puis Joel, Ellie et Bill lui tombent dessus par hasard avant de trouver sa voiture. Et quand Joel dit à Bill qu'ils sont en danger dans la série, l'autre lui répond « on va s'en sortir ». Je me suis dit « ouais, pas sûr mec, fais attention, on sait jamais ». Mais si, Bill, il sait. Et c'est un ouf. Le mec, il est mieux protégé que la ZQ. Trop fort ces clôtures de psychopathe. Je valide. J'ai vraiment beaucoup aimé le développement de ce gros dur au cœur tendre. Les manières de Bill, sa discipline dans tous ses gestes et son regard, une belle interprétation de l'acteur Nick Offerman, mais toutefois un peu déçu de ne pas l'avoir vu interagir avec Ellie. Son côté vieux aigri grincheux qui se prend la tête avec elle, c'est dommage. Les deux sont tellement tordants dans le jeu. Mais les séquences du dernier jour de leur vie commune est magnifique. Alors que celui-ci est atteint d'une maladie incurable et débilitante, peut-être Parkinson ou un genre de sclérose en plaques, Frank planifie sa fin de vie. Mais son partenaire n'entend pas le laisser partir seul. Un beau pied de nez à ce monde d'horreur dans lequel on pensait que seule une mort violente attendrait les personnages. Notamment la scène du repas qui est brillamment exécutée et interprétée par les deux comédiens et qui résume très bien cette prise de contrôle sur leur vie dans ce monde de merde. Un choix des plus émouvants et des plus romantiques. Dans le jeu, on avait une histoire d'amour qui finissait mal, presque pathétique, alors que là on a une très belle histoire, romantique et attendrissante. 20 ans de bonheur conjugal pendant la fin du monde, si c'est pas mignon. Au final, la musique des années 80 à la radio annonçait seulement cette belle fin pour les jeunes mariés. Et en vérité, on aurait tous pu tenter de le deviner si on avait prêté attention aux paroles de la chanson de Dépêche Mode. Allez lire une traduction des paroles de Never Let Me Down Again de Dépêche Mode et vous verrez. Toutefois, je reste un peu déçu de ne pas avoir eu le droit à la scène culte du démarrage en pente du pick-up. Et je le redis, mais je trouve vraiment que ça manque d'infecté pour le moment dans la série. Ils nous ont même privé du gymnase et de son colosse que j'attendais tant. Sniff. Mais on a quand même la cassette à la fin dans le pick-up, mais pas avec la bonne chanson. Ici, on reste sur la référence à leur chanson d'amour, de Linda je sais plus quoi, sur laquelle ils se sont rencontrés et sont tombés sous le charme l'un de l'autre. Alors que dans le jeu, c'est Hank Williams, avec notamment la chanson entendue dans le tout premier trailer de la série. Ainsi, je comprends mieux pourquoi on a eu la Ellie sauvage et agressive, qui fait des doigts d'honneur et compagnie dès le début de la série. Car on n'a pas cette étape du personnage quand elle rencontre Bill, vu qu'elle ne le rencontre jamais, encore une fois, c'est dommage. Et dans la série, Bill a carrément fabriqué une batterie, réglant tous les besoins de nos héros, et encore plus même vu le matos de Bill. Donc c'est normal qu'il n'ait pas eu besoin d'aller au lycée pour la récupérer, et donc ne pas passer par la case gymnase. Je reviens donc à nos deux personnages, Ellie et Joel, dans le présent. Dans cet épisode, Joel semble enfin baisser sa garde. Un petit peu. L'épisode s'ouvre avec Joel qui rend un hommage à Tess, construisant un cairn dans une belle séquence contemplative au bord de la rivière, avec ses valeurs de plan superbes encore et toujours. On remarque aussi une certaine maturité chez Ellie dans la série, beaucoup de lucidité et pas beaucoup de compassion chez la jeune fille. Elle voit clair dans la situation, ce qui est arrivé à Tess, et elle parvient à l'exprimer clairement à ce mec qu'elle peut pas encadrer pour le moment. Et c'est réciproque, Joel est exaspérée dès qu'elle ouvre la bouche. Ellie kiffe aussi vraiment la violence et la mort dans cette version d'elle-même, entre curiosité et fascination. À croire que Druckmann n'aimait pas tant que ça son personnage, car depuis qu'il gère seul la franchise, Ellie file vraiment un mauvais coton. Et s'il continue comme ça dans la série, il risque de gâcher un peu le développement d'Ellie pour la saison 2. De plus, les réals s'amusent à mélanger des événements du jeu pour brouiller la construction de la jeune fille et de son protecteur. Comme dans l'épisode 2 avec la scène dans l'hôtel qui arrive bien plus tôt que dans le jeu, quand Ellie demande une chambre à la réceptionniste imaginaire.
Ici, on a droit au passage de la borne d'arcade, en même temps qu'un passage original dans lequel Ellie trouve une pièce typique des lieux de loot dans le jeu. Délire, car elle y fait aussi une trouvaille de valeur, et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais ça doit valoir de l'or, ce qu'elle vient de trouver. Mais surtout, et le plus important, c'est que c'est là qu'elle fait sa première victime infectée. J'ai aussi apprécié le reset du cheat code évoqué dans ma précédente vidéo. Joel doit laisser sa mitraillette au dépôt. Et concernant leur relation, les choses évoluent enfin un peu entre Joel et Ellie. Au début de l'épisode, Joel est encore un gros rabat-joie, alors qu'Ellie s'extasie sur le monde et la vie d'avant, normal je dirais pour une jeune fille née après la chute, mais Joel lui casse tous ses délires. Puis lorsqu'on les retrouve après être arrivé chez Bill, Joel se détend un peu et Ellie commence aussi à le tacler et à plaisanter un peu avec lui. Et si on suit le jeu, la prochaine étape entre eux sera l'ironie, puis enfin ils pourront se supporter. Peut-être. À présent, la mission de Joel n'est plus de protéger Tess, mais bien Ellie. Après avoir échoué à protéger sa fille, puis Tess, c'est au tour d'Ellie. Car c'est la dernière volonté de Tess, et la lettre de Bill souligne très bien cela. Et on remarque aussi, à partir de là, que Joel commence vraiment à s'inquiéter pour Ellie, alors qu'il lui explique les règles de conduite du voyage. Ellie n'est plus un simple paquet à livrer, mais elle devient une personne à protéger pour Joel. Et croyez-moi, si vous n'avez pas été spoilé par les jeux, vous n'êtes pas prêt pour le grand final de leur relation. Ainsi, à la fin, Joel et Ellie partent un peu trop à l'aise à mon goût. Ils ont fait le plein de matos, mais ça va pas durer, car c'est encore de la triche. Dans le jeu, on galère à avoir des ressources ou des armes. Mais là, ça risque surtout d'attirer les convoitises. D'ailleurs, Ellie en cachette récupère aussi une arme à feu, depuis le temps qu'elle harcèle Joel pour en avoir une, et c'est tant mieux car elle risque d'en avoir rapidement besoin si cela concorde avec une scène du jeu dans laquelle Ellie le sauve in extremis, tuant pour la première fois. Et d'ailleurs dans le jeu, Ellie est plutôt bouleversée, même si elle le cache bien après ça. Mais là dans la série, Ellie semble tellement obsédée par cette idée que ce n'est pas sûr qu'elle subisse le même traitement de la part des scénaristes. À voir. Donc en route vers chez Tommy dans le Wyoming, ils devront toutefois faire un petit arrêt par Pittsburgh et y faire la rencontre des chasseurs, ainsi que de Henry et Sam. Espérons seulement qu'ils ne vont pas passer tout l'épisode à développer ces personnages. J'espère enfin avoir ma dose de flip et de gore que promettait cette série, et surtout de claqueurs et compagnie, même si j'entends bien que l'accent a été mis sur le développement des personnages plutôt que sur l'action pour le moment. Peut-être vont-ils aussi développer le truc de la religion qu'on a pu apercevoir dans la ZQ, sinon pourquoi avoir insisté sur ce concept dans le pilote. Enfin, l'épisode se conclut encore par un magnifique plan contemplatif sur la fenêtre ouverte de la chambre des tourtereaux, au travers de laquelle on voit le pick-up s'éloigner vers l'ouest. Voilà, donc encore un épisode qui se démarque des précédents dans cette adaptation du jeu vidéo. Plutôt satisfaisant comme changement, car on s'éloigne enfin de la trame du jeu pour explorer des choses différentes, plus profondes. Et on va pas s'en plaindre, on en apprend plus sur les origines de la pandémie, et même si la sensation de manque se fait parfois sentir, la série devient complémentaire au jeu et non plus un simple copier-coller. Donc comme toujours, hâte de voir la suite et ce qu'elle nous réserve. Je tiens d'ailleurs à vous dire que ce week-end je serai au Geek Days de Rennes, donc il y a de fortes chances que la review de l'épisode 4 la semaine prochaine sorte un peu plus tard que d'habitude. Et je m'en excuse. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça fera pas de mal aux vues qui ont du mal à décoller pour cette playlist. Et je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine sur Anakaland. Bye.